Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Pourquoi la France a-t-elle soutenu un régime criminel, celui d'Hissène Habré au Tchad? C'est la question en forme d'accusation posée par Human Rights Watch qui publie un rapport un mois après la condamnation à vie de l'ancien président tchadien. Son auteur, Henri Tulliez, est notre invité sur ce plateau. Vous verrez également l'extrait d'un documentaire édifiant sur ce même sujet. Le sourire de Michelle Obama et 100 millions de dollars pour soutenir l'éducation des jeunes filles au Maroc. Un financement américain annoncé à l'occasion de la visite à Marrakech de la première dame des États-Unis. Accompagnée de l'actrice américaine Meryl Streep, elle a rencontré des jeunes Marocaines qui lui ont raconté leur parcours. Il est la star montante de la littérature nigériane. À 29 ans à peine, Chigozie Obioma a été sélectionné pour de nombreux prix. Son roman, Les Pêcheurs, vient de paraître en France et il est déjà traduit en 20 langues. Son portrait à la fin de cette édition. On en a beaucoup parlé sur notre antenne des crimes contre l'humanité, torture, enlèvements commis sous le régime de l'ancien président tchadien Hissène Habré au pouvoir de 82 à 90. Il a été condamné à la perpétuité au Sénégal, c'était le 30 mai dernier. Les ONG estiment à environ 40 000 le nombre de morts durant la répression. La question que pose à présent Human Rights Watch, c'est celle des complicités internationales des États-Unis et de la France, alliés historiques du Tchad. Henri Tulliez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce rapport. Est-ce que la France était au courant de l'ampleur des crimes commis par Hissène Habré ? Alors l'ampleur des crimes commis par Hissène Habré est apparue surtout à la chute de son régime, une fois que les prisons se sont ouvertes. Mais la France avait suffisamment d'informations, de commencements de preuves pour comprendre que des violations très graves étaient en train d'être commises au Tchad à cette époque. Et pourtant, malgré ces informations, la France a continué à appuyer Hissène Habré, notamment par la coopération militaire, par le déploiement de l'armée française, par des formations d'agents de la DGSE, etc. C'est finalement que peu de temps avant la fin de son régime que la France a décidé de lâcher Hissène Habré au profit d'Idriss Déby Itno. Alors ce soutien de la France, on va en parler, on va regarder tout d'abord un extrait d'un documentaire signé Magali Serre, que vous allez pouvoir voir dans son entièreté sur notre antenne le 9 juillet prochain. Il raconte justement ce soutien de la France qui va se concrétiser notamment par l'opération Manta qui vise à lutter contre Kadhafi en Libye. Regardez ce reportage. Face à ce que le régime de Tripoli est en train de faire, nous avons demandé et nous insistons pour que la France participe à nos côtés pour repousser l'agression extérieure. Mitterrand était très soucieux de ne pas s'engager au Tchad, mais il ne pouvait pas y échapper. Il ne pouvait pas échapper à la réalité. L'opération Manta a commencé. Plus de 300 bérets rouges de l'infanterie de marine attendus à N'Djamena, une opération militaire baptisée Manta que Paris a décidé de lancer devant l'aggravation des combats au nord du pays, dans la région de Faya-Largeau. Hissène Habré a obtenu ce qu'il voulait, le soutien de l'armée française. Kadhafi s'incline et signe un accord avec François Mitterrand. Il s'engage à retirer ses troupes du Tchad. À partir du moment où Hissène Habré est devenu un chef stratégique, dans un pays qui était stratégique, on a eu tendance à le laisser faire. La position dans laquelle il se trouvait était tellement importante pour les Français, mais aussi pour les Américains. On lui laissait la carte blanche, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qu'il fait dans son pays. À partir du moment où on lui dit « on te demande simplement de tenir le pays et tu fais ce que tu veux », comment voulez-vous qu'il n'en abuse pas ? Merci infiniment. Merci. Hissène Habré est désormais surnommé le lion de l'UNIR, son parti unique. Des milliers de Tchadiens sont victimes de la férocité de son régime. Au cours de nos enquêtes, nous avons découvert 7 centres de détention, rien qu'à N'Djamena. Comme disait un ancien détenu, N'Djamena n'était qu'une grande prison. Voilà un documentaire que vous allez pouvoir voir dans son entièreté sur notre antenne. Ce sera le 9 juillet prochain. Henri Tulliez, une réaction peut-être sur ces déclarations de Roland Dumas. Il semble le dire que Paris ferme les yeux parce que la position du Tchad est très stratégique face à Kadhafi. C'est ça finalement que vous retenez de cette période ? Oui, c'est ça qu'on retient de cette période. La France ne s'intéresse pas à l'époque aux violations des droits de l'homme au Tchad.
La France a pourtant des éléments d'information qui arrivent, notamment grâce à des rapports d'Amnesty International qui, de 1982 à 1990, tirent la sonnette d'alarme sur les crimes qui sont en train d'être commis. Des articles de presse, notamment du Monde, ont été écrits à l'époque, notamment entre 84 et 85, à l'époque où une terrible répression avait lieu au sud du pays, également montrant que des crimes étaient en train d'être commis. Mais est-ce que la France se contente finalement de fermer les yeux, de laisser carte blanche à Hissène Habré, ou est-ce qu'il y a des soutiens plus concrets, plus précis à ce régime criminel ? Alors, c'est assez ambigu parce que la France a quand même déployé 2 fois l'armée française au Tchad, en 83-84 avec l'opération Manta, qui est le plus grand déploiement de l'armée française depuis la guerre d'Algérie, puis à partir de 1986, l'opération Épervier. Pendant toute cette période, la France maintient des conseillers militaires, des officiers au sein de l'état-major de l'armée tchadienne, par exemple. La DGSE va diligenter des formations au bénéfice d'agents de la direction de la documentation et de la sécurité, la police politique, la Gestapo. Cette DDS dont on a beaucoup parlé pendant le procès d'Hissène Habré au Sénégal. Absolument. Et donc des formations sont faites, notamment en parachutage, en photographie, en recueil de renseignements. Et puis on a même découvert que des avions de l'opération Épervier avaient transporté à au moins 2 reprises des prisonniers de Hissène Habré d'un point à l'autre au Tchad. Alors Human Rights Watch publie également aujourd'hui un rapport concernant les États-Unis, le soutien, la complicité des États-Unis qui ont soutenu Hissène Habré. Est-ce que la CIA a encore plus soutenu Hissène Habré que la DGSE ou la France ? Oui, on est en position de le croire, parce que la CIA, selon la commission d'enquête dont le président est intervenu dans le reportage, a déclaré que, selon ces informations, c'était les États-Unis, la CIA, qui finançait la DDS directement. Et puis des agents de la DDS ont par exemple fait des formations près de Washington avec la CIA. Si la France, par l'assistance de Habré par la France, s'opérait plutôt par l'armée, et par la CIA plutôt vers la DDS. Merci beaucoup Henri Thuilliez d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ce rapport qui pointe du doigt la complicité de la France et le soutien de Paris au régime d'Hissène Habré. Merci d'être venu sur ce plateau. Michelle Obama poursuit sa visite en Afrique. Elle était hier au Libéria, la voici à présent au Maroc avec toujours ce même combat pour l'éducation des jeunes filles. La première dame s'est longuement entretenue avec des étudiantes à Marrakech, une discussion à laquelle nos envoyés spéciaux Jean-Marie Lemaire et Margot Chevance ont assisté. Michelle Obama était en visite éclair aujourd'hui à Marrakech pour faire un plaidoyer en faveur de l'éducation des jeunes filles. Elle était accompagnée par 2 actrices très connues, Meryl Streep et Frida Pinto. Ensemble, elles sont allées à la rencontre de jeunes étudiantes pour parler des challenges auxquels elles font face, quels sont leurs rêves, qu'est-ce qui les fait tenir. Cette action fait partie d'un programme américain Let Girls Learn, laissons les filles apprendre, une initiative du couple Obama lui-même. Le gouvernement américain a profité de cette visite pour annoncer une série de programmes pour l'éducation des jeunes filles au Maroc. Parmi eux, 100 millions de dollars pour un nouveau système d'éducation secondaire en partenariat avec les autorités marocaines et 400 000 dollars pour les associations locales pour les aider à la construction de 5 dortoirs pour jeunes filles. Nous avons rencontré Bouchra, une jeune étudiante originaire de Ouarzazate qui a eu la chance de s'entretenir avec Michelle Obama. C'est très enrichissant de rencontrer la première dame américaine ainsi que d'autres personnes. C'est très enrichissant parce qu'elle a partagé avec nous beaucoup de conseils. Comment être courageuse, comment dépasser ses propres obstacles, ceux de sa communauté, mais aussi comment être forte et devenir un leader. Elle nous a dit que nous sommes les leaders du Maroc. Le Maroc fait partie des 21 pays les moins avancés en termes d'éducation. En milieu rural, le taux de scolarisation des jeunes filles au lycée n'atteint que les 18%. Michelle Obama se rendra demain en Espagne pour clore une tournée qu'il a également menée au Libéria et au Cap-Vert. C'est l'une des nouvelles grandes voix de la littérature africaine. Chigozie Obioma n'a même pas 30 ans. Son dernier livre, Les pêcheurs, a été sélectionné pour le prestigieux Booker Prize. À l'occasion de sa parution en France, l'auteur nigérian était de passage à Paris. Jean Barrère et Nicolas Germain l'ont rencontré. Regardez le reportage. Chigozie Obioma, l'auteur du roman Les pêcheurs, n'a que 29 ans. Mais il y a quelques jours, il était déjà en une du monde des livres. Et il a déjà été traduit dans plus de 20 langues. Quand vous venez d'un pays comme le Nigeria et que vous dites « je veux être un écrivain », votre famille est inquiète. La mienne m'a dit « vas-tu vivre dans la pauvreté ?» Mais j'ai tenté ce pari et ça a l'air de bien marcher. Donc c'est un soulagement. Et je n'ai pas gâché ma vie.
Les pêcheurs racontent l'histoire d'une famille nigériane très unie, mais qui, après la prophétie d'un fou, peu à peu se délite. Pour le New York Times, Obioma est l'héritier du plus grand écrivain nigérian Chinua Achebe, l'auteur de Tout s'effondre, qui est décédé il y a 3 ans. Ce qu'il voulait faire, c'était donner une perspective africaine de ce qu'était notre civilisation avant la colonisation. C'était une réponse à Joseph Conrad qui disait que les Africains n'avaient pas de culture. Ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de raconter mon pays qui a connu la colonisation occidentale. Comment avons-nous géré cela? Je reprends la suite du livre de Chinua Achebe. Lors de ce passage à Paris, Chigozie Obioma nous dit qu'il est heureux de voyager pour parler de son livre. Il évoque aussi son prochain roman. Quelqu'un m'a dit que mon premier livre était un peu violent, même s'il traite du thème de l'amour fraternel. Il m'a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un livre joyeux ?» Donc je le prends au mot. J'ai écrit une histoire d'amour. Je ne peux pas en dire plus. Dans quelques jours, Chigozie Obioma s'envolera pour les États-Unis où il enseigne à l'université. Mais il nous dit que le Nigeria lui manque et qu'il envisage de retourner dans ce pays qui l'inspire tant. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue tout de suite.